Il est 20h, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Environ 150 skieurs bloqués dans des télécabines à Champs-Rousses en Isère cet après-midi. Des hélicoptères ont été mobilisés pour les évacuer. On sera en direct sur place avec Jordan Guéant. Fin des préparatifs, place au plaisir. Cette fois, c'est parti pour Noël. Un réveillon placé sous surveillance, notamment autour des églises. On sera en direct de Notre-Dame de Paris avec vous, Claire Collier, dans un instant. Elle est l'otage oubliée, Sophie Petronin, une Française de 72 ans, a été enlevée il y a pile un an au Mali. Sa famille se désespère de n'avoir aucune nouvelle d'elle. Des suppressions de postes en vue chez Pimki. La chaîne de prêt-à-porter féminin devrait l'officialiser dans quelques jours. Encore une marque française de vêtements qui ne va pas bien, nous dira Julien Dupéré. Jean-Jacques Goldman, toujours au top, le chanteur redevenu la personnalité préférée des Français en 2017. Votre Française préférée, c'est Sophie Marceau. Et puis à la fin de ce journal, on recevra un sale gosse qui publie ses carnets et qui fête aussi ses 50 ans sur scène. Laurent Gérard sera l'invité du 20h. À tout à l'heure. On pensait ce genre de scène réservée aux films. Des skieurs nombreux bloqués dans des remontées mécaniques. C'était donc cet après-midi à Champs-Rousses en Isère. Caroline Sins, Christelle Nicolas. Il est 15h lorsque cette remontée de Champs-Rousses s'arrête soudainement. À l'intérieur des télécabines, 160 skieurs se retrouvent bloqués. La situation est périlleuse. Les hélicoptères doivent déposer un sauveteur sur chacune des 70 télécabines en panne. Il faut extraire toutes les personnes, une par une, avant que la nuit tombe. Le sauveteur s'introduit dans la cabine, puis sécurise chaque skieur. Accrochés à une corde, équipés d'un harnais, les skieurs descendent alors en rappel jusque sur la piste. Pas de panique, aucun blessé, ils ont même le sourire. Mais on a fait des connaissances, c'est sympa comme tout. Voilà, on découvre des gens qui viennent de partout, on papote, non, c'est passé très vite en fait. Alors, j'aimerais bien recommencer du coup. Ça t'a plu l'évacuation? C'est trop bien. C'est juste quand après on devait sortir avec une corde et du coup ça faisait un peu peur quand même. C'est une expérience que j'aurais bien aimé vivre de toute façon, donc voilà, c'est cool, c'est bien. Les secours, arrivés très vite sur place, ont évacué tous les skieurs en 2 heures. Certains ont même immortalisé leur aventure en se filmant en train d'être sortis de leur cabine. Ils ont vraiment géré pour un 24 décembre, on sera tous pour le réveillon chez nous, donc c'est super. Une mésaventure qui se termine bien grâce aux bonnes conditions météo cet après-midi à Champs-Rousses. L'an dernier, 130 skieurs n'avaient pas eu cette chance. Ils avaient passé la nuit de Noël dans des télécabines en Italie. Et on y va tout de suite en direct à Champs-Rousses, retrouver notre envoyé spécial Jordan Guéant. Bonsoir Jordan. Quelle frayeur quand même pour ces skieurs. Il a fallu sortir les grands moyens quand même pour les secourir. Et oui, c'est une opération très spectaculaire qui s'est déroulée ici, juste derrière moi, pendant 3 heures. Imaginez un peu une vingtaine de sauveteurs en montagne, 2 hélicoptères de la sécurité civile, ainsi qu'une 50aine de pisteurs de la station de Champs-Rousses. Mais le pari a été tenu, les 150 skieurs ont tous été évacués avant la tombée de la nuit. Ils vont pouvoir réveillonner au chaud et en famille. Quant à la télécabine, elle a pu être redémarrée il y a 1 heure de cela pour une série de tests. Selon le directeur de la station, elle aurait été victime d'une panne mécanique sans gravité. Toujours selon lui, cette télécabine de la Croix pourra même reprendre du service demain matin et transporter donc de nouveaux skieurs. Merci beaucoup Jordan. En tout cas, tout ça, ça va évidemment faire des souvenirs à raconter à table ce soir. En principe, pour le réveillon, tout est prêt maintenant. Il ne manque plus que le Père Noël attendu d'ici quelques heures. Tout est prêt et tout est beau, comme ici, vous allez le voir à Biarritz ou encore à Pékin en Chine. Voilà pour les images de Pékin. C'est très beau également du côté de Moscou. Ou encore à Manarola en Italie. Chez nous, voilà, feu d'artifice. Ce sera pour dans quelques heures chez nous en France. Et il y avait encore quelques lutins pressés dans les magasins aujourd'hui, ceux qui ont attendu la toute dernière minute pour donner un coup de main au Père Noël et faire leurs derniers achats. Christelle Méral, Émilie Denis et Stéphane Guillemot ont accompagné les retardataires. 18h, les derniers clients quittent ce centre commercial qui ferme ses portes. Pour les retardataires, c'était -1. C'était un peu stressant parce que j'avais peur que ça soit fermé, mais au final c'était ouvert, donc tout est bien qui finit bien. Voilà. J'ai trop travaillé et puis j'ai pas eu le temps pour m'acheter mes cadeaux.
2 heures plus tôt, ils étaient des milliers dans cette galerie commerciale près de Paris pour dénicher, in extremis, le cadeau qui fera plaisir. C'est sorti en DVD là. Quitte à faire chou blanc. Ça c'est bien pour un petit, non? Ouais, c'est bien. Mais cette jeune femme n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait pour son neveu. Il voulait pas de voiture, il voulait des avions et des trains et des tramways et il n'y a rien. Vous ne vous sentez pas un peu coupable de ne pas avoir fait les cadeaux avant? Ben si quand même. Mais pourquoi s'y prendre si tard? Parmi ses clients, beaucoup de retardataires professionnels. Une montée d'adrénaline juste avant le 25 décembre que ce couple apprécie. Moi j'aime bien cette effervescence là, les dernières heures avant Noël. En général c'est là que je trouve les cadeaux. C'est une planche de yoga et puis un coffret soin corps parfumé. Voilà, mais là vous me prenez au moment où je suis pas tout à fait certain encore de mes choix. Beaucoup d'achats avant de passer à table. Un rituel aussi pour cette mère de 4 enfants. Je réfléchis beaucoup aux cadeaux et après, en 2 heures, c'est fait. Le dernier jour. Tradition de Noël. Celle-ci a trouvé des cadeaux pour toute sa famille. Là, j'ai pris les cartes cadeaux pour les grands, les jeunes grands. Et là, j'achète pour les bébés et là, c'est pour le papa. Cette année, les Français dépensent plus. En moyenne, près de 130 € par enfant. Le Père Noël a prévu un budget en hausse de 20%. Pour les marchés de Noël, c'est déjà l'heure du bilan, l'heure des comptes. L'un des plus illustres et des plus anciens, c'est celui de Strasbourg, dont la 447e édition va s'achever. Angélique Etienne, Mathieu Baudouin et Emmanuel Deschler. Il a fait du mois de décembre le mois le plus important de l'année. Rien qu'avec son marché de Noël, Strasbourg multiplie sa population par 10 et attire 2 millions de visiteurs. C'est magnifique, c'est très joli à voir, c'est comme on l'attendait. C'est très sympathique, ça fait bien esprit de Noël. Un retour des touristes après 2 années compliquées. Voilà pour vous, très bonne journée et joyeux Noël. Suite aux attentats de Paris, le marché avait perdu en fréquentation et cela s'était ressenti chez les commerçants comme Michael Doriat. Il vend ici du foie gras depuis 7 ans. La fréquentation est en hausse par rapport aux dernières années. Je pense qu'il n'y a pas eu d'effet attentat cette année. Les gens sont prêts à passer enfin un joyeux Noël et dans de bonnes conditions. Des clients plus nombreux, mais aussi plus dépensiers. On sent que le panier moyen est en augmentation. Je pense que les Français sont heureux cette année, n'ont pas eu de mauvaises nouvelles. Ils sont sortis certainement de la crise. Sur ce marché de Noël, le plus emblématique de la région, la présence policière est importante. Peut-être même trop, selon certains commerçants. Avec la sécurité qui a été mise en place, il y a beaucoup de gens qui se sont dirigés sur Mulhouse, Colmar, Metz. Malgré tout, l'embellie est visible, notamment dans les hôtels, réservés des semaines à l'avance. L'hôtel a 61 chambres, donc là on est complet ce week-end, le 23-24 on est bien complet. Rien qu'ici, les réservations ont augmenté de 10%. Un bon indicateur alors que les arrivées en avion et en train sont également en hausse. Une clientèle aisée qui séjourne souvent plus longtemps que les visiteurs arrivés en voiture ou en bus. Cette année encore, le marché de Noël devrait engendrer près de 250 millions d'euros de retombées économiques. Cette année encore, nous vivons un Noël sous haute surveillance pour cause de menaces terroristes et évidemment certains sites symboliques sont tout particulièrement protégés. Bonsoir Claire Colnet, vous êtes devant la cathédrale Notre-Dame à Paris et je vois d'ailleurs que vous êtes entouré de cars de CRS. Oui Thomas, effectivement, un important dispositif de sécurité a été mis en place ici dès ce matin et cela a quelque peu compliqué d'ailleurs l'accès à la cathédrale. Certains fidèles ont dû attendre par exemple jusqu'à 1 heure avant de pouvoir assister aux messes de Noël. Alors Notre-Dame évidemment c'est un lieu hautement sensible avec 13 millions de visiteurs chaque année, mais c'est loin d'être le seul en France. Sur tout le territoire, près de 100 000 policiers, militaires et gendarmes sont déployés ce soir et demain pour assurer la sécurité des lieux de culte, comme vous allez le voir dans ce reportage de Joséphine Devambé et Anthony Ducruet. Une mobilisation maximale pour les forces de l'ordre jusqu'à demain soir. 650 lieux de culte chrétien à protéger tout particulièrement, en plus des marchés de Noël et des commerces. Sur le parvis de Notre-Dame de Paris, cette présence très visible rassure touristes et fidèles. Pas surpris de devoir faire la queue et d'être fouillés avant d'entrer. Je me sens plus en sécurité. On voit les policiers partout dans la rue et c'est une très bonne idée. C'est normal, ça sécurise tout le monde est comme ça et serein. C'est juste dommage qu'on en soit là.
Pour les forces de l'ordre, tout a commencé plus tôt dans la matinée par l'installation de périmètres de sécurité comme ici, devant la cathédrale de Strasbourg. Le nombre de places à l'intérieur y est limité. En plus des policiers et des gendarmes, 7000 militaires de sentinelles sont mobilisés. Le nombre de patrouilles a été sensiblement accru autour de Notre-Dame de la Garde, à Marseille. Il y a des gens qui patrouillent, je les ai vus tout à l'heure, mais ils ne sont pas comment dire, étouffants. Donc il n'y a pas de souci, on peut communier, on peut exprimer sa foi. On voit qu'il y a du monde, qu'il y a des gardes qui passent, mais on n'est pas inquiet par rapport à ça en fait. 7000 messes sont prévues pour la veillée et le jour de Noël, partout en France. Noël, c'est aussi une mobilisation forte des associations pour que les plus fragiles, les plus défavorisés aient également droit à un sourire ce soir. À Paris, le Secours catholique organise un réveillon solidaire au fil de l'eau. Ça se passe sur des péniches. Bonsoir Nabila Tabouri, vous êtes sur l'une d'entre elles, tout près de la Tour Eiffel, on le voit. L'idée, elle est simple, c'est que la fête soit belle. Oui, effectivement, ici aussi, l'esprit de Noël devrait souffler toute la soirée. En tout cas, tout a été fait, organisé pour que les 80 invités du Secours catholique, des personnes seules, des personnes âgées ou encore des familles monoparentales profitent du plus joyeux des réveillons et mettent de côté leurs soucis du quotidien. Au programme, un menu de fête, une soirée dansante et des cadeaux pour les enfants, car des enfants, il y en a beaucoup ici, environ une vingtaine. Je vais rejoindre Alicia. Alicia a 16 ans. Alicia, vous êtes venue avec votre maman et vos deux petits frères. Ça commence plutôt bien le réveillon pour vous? Oui, très très bien. C'est une surprise que ma maman m'a fait. Je suis agréablement surprise car je me vous retrouver ici. Oui, avec ma maman, parce qu'en vérité notre soirée de réveillon c'est ou avec notre famille ou tous ensemble. Et là on se retrouve dans une communauté. Merci Alicia. Et vous alors, vous êtes contente, la maman, vous êtes contente d'offrir ce cadeau à vos enfants? Oui, je suis très heureuse pour offrir mes enfants parce que le jour de 24 décembre, j'ai pas les moyens de payer pour la péniche. Et puis là, je fête Noël avec eux sur la péniche avec des gens que je connais pas, mais on fait la fête et tout. Merci beaucoup, merci Sylvia. Alors en tout cas, Thomas, sachez qu'en plus de ce bateau, 4 autres ont été affrétés par le Secours catholique. Ils sont en train de voguer en ce moment sur la Seine. À leur bord, 500 personnes avec des bénévoles. Ces réveillons solidaires sont organisés depuis environ une dizaine d'années pour permettre de préserver la magie de Noël, même pour les plus démunis. Il me semble avoir aperçu le Père Noël juste derrière vous. Merci et bonne soirée à vous tous là-bas, Nabila Tabouri. En Israël et dans les territoires palestiniens, c'est un Noël sous tension qui se prépare. On retrouve Anne-Charlotte Iné en direct de Bethléem. Bonsoir Anne-Charlotte. Les conséquences de la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël ont un peu gâché la fête. Oui, c'est vrai Thomas, même si le sapin est là, même si les festivités traditionnelles ici à Bethléem ont eu lieu et se déroulent normalement alors qu'on avait évoqué un temps leur annulation, c'est vrai que l'ambiance n'est pas franchement à la fête, car vous le savez, depuis quelques semaines ici en Cisjordanie, mais également à Gaza, la tension est montée d'un cran. Des manifestations quasi quotidiennes contre la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Et déjà, 12 personnes sont mortes, dont 10 lors d'affrontements avec les forces israéliennes. Les forces de sécurité palestiniennes, elles sont déployées en nombre ce soir ici à Bethléem pour assurer la sécurité des fidèles. Des centaines de chrétiens palestiniens, des touristes venus des 4 coins du monde réunis ici devant cette basilique de la Nativité si symbolique et qui, même s'ils sont moins nombreux cette année, veulent tout de même que règne ce soir, comme tous les ans, la magie de Noël. Anne-Charlotte Iné en direct de Bethléem. Et on va rester quelques minutes encore à Bethléem. Pour les chrétiens, c'est là que tout a commencé, puisque c'est là que Jésus serait né il y a 2017 ans. Franck Genozo et Giona Messina ont marché sur les pas de Monsieur de Nazareth. Même les jours où le soleil refuse de se montrer, ces dômes de métal se détachent sur l'horizon de Jérusalem. Le Saint-Sépulcre, tombeau du Christ, est le lieu des démonstrations de ferveur, où des pèlerins venus du monde entier réaffirment leur dévotion. Comment un personnage historique mort il y a 2 millénaires peut-il toujours susciter autant d'adoration?
Il a galvanisé des foules incroyables. C'est un grand communicant. Il communiquait presque trop bien. Le Christ était-il devenu un leader politique autant qu'un guide spirituel? Il s'adressait aux gens avec la volonté de changer leur vie, mais son mouvement n'était pas politique. Nous avons retracé les grandes étapes de l'histoire de Jésus de Nazareth. Dès sa naissance à Bethléem, le destin de Jésus n'a rien d'ordinaire. Dans les sous-sols de l'actuelle basilique de la Nativité se trouve la grotte où Marie aurait accouché, selon la tradition. C'est ici que Marie a mis Jésus au monde. Cet événement est depuis symbolisé par cette étoile en argent. Selon les évangiles, l'enfant Messie est aussitôt en danger de mort. Sa naissance inquiète Hérode qui règne alors à Jérusalem et craint pour son pouvoir. Ces tombes sont celles d'enfants innocents. Quand Hérode a appris la naissance de Jésus, il a ordonné de faire massacrer tous les enfants de la région qui avaient moins de 2 ans. Jésus et sa famille prennent la direction de l'Égypte, puis de Nazareth. Ils se font oublier. C'est à l'âge de 30 ans, sur les bords du lac de Tibériade, qu'il réapparaît pour diffuser son enseignement. Il s'installe dans ce village de pêcheurs en Galilée, Capharnaüm va devenir son quartier général. C'est d'ici qu'il va multiplier les visites auprès des habitants, comme un homme politique en campagne. On va dire que c'est un député de terrain, en tous les cas, ça c'est sûr. Il y a un maillage du territoire, de son territoire, qui est la Terre Sainte, ça c'est absolument évident. Et il va partout. Oui, il va à la rencontre des gens et il s'intéresse à tous les cas qui lui sont présentés. Grâce à ce travail de terrain, Jésus devient vite très populaire. Des milliers de personnes affluent pour ses prêches. C'est sur cette colline surplombant le lac qu'il va prononcer son discours le plus célèbre. On l'appelle le sermon sur la montagne. Heureux les pauvres, le royaume des dieux leur appartient déjà maintenant. Bienheureux les affligés, ils seront consolés. Jésus arrivait à concentrer son enseignement en 2-3 phrases. C'est ça la beauté de son enseignement. Aimez-vous les uns les autres. Par son sens de la formule et sa volonté de s'adresser au plus grand nombre, Jésus soulève l'enthousiasme et suscite le printemps de Galilée. Son profil n'est pourtant pas celui d'un révolutionnaire. Il y a une image d'Épinal, d'une sorte de Jésus hippie avec sa guitare qui vient nous caresser dans le sens du poil, qui ne correspond pas à la réalité du Jésus historique, que l'on redécouvre ici à Jérusalem de plus en plus comme un juif relativement observant. Jésus enseigne le respect des rites et de l'autorité. Pourtant, il est vu comme un agitateur par les Romains et les grands prêtres. Il devient politiquement gênant. Toute ascension fulgurante suscite sa trahison. Celle de Jésus va se dérouler à Jérusalem, au pied des remparts de la vieille ville. Dans les jardins d'oliviers de Gethsémani, il vit son dernier dîner entouré de ses apôtres. Le baiser de Judas va conduire à son arrestation puis à sa crucifixion. Les Romains croient l'humilier, ils vont produire l'effet inverse. La mort de Jésus a été pensée pour le briser lui, mais aussi ses disciples. Mais le sang des martyrs va faire germer de nouveaux chrétiens. La croix, voulue comme un instrument de soumission, deviendra finalement le symbole du ralliement. Celui d'une religion aujourd'hui revendiquée par plus de 2 milliards de personnes, le culte le plus pratiqué dans le monde. Une image symbolique à présent, celle d'une messe célébrée tout à l'heure en l'église Saint-Paul de Mossoul. Il y a 5 mois, la deuxième ville d'Irak était encore occupée par l'organisation État islamique. Une messe qui a débuté par l'hymne national irakien. Il n'y avait plus eu d'office là-bas depuis mai 2014, date de l'arrivée des djihadistes. Elle est la dernière otage française dans le monde. Son nom, Sophie Pétronin, otage oubliée. Ça fait 1 an aujourd'hui qu'elle a été enlevée dans le nord du Mali. Ses proches se sentent abandonnés. Hugues Pufnet, Denis Sébastien et Jean-Claude Martin. C'est l'image que ses proches ne veulent pas voir disparaître.
Elle a augmenté de 100 grammes. Voilà, bravo. Celle d'une humanitaire, médecin, qui depuis plus de 20 ans dirigeait une ONG, soignait des enfants orphelins ou atteints de malnutrition à Gao, dans l'est du Mali. C'est là qu'elle est enlevée, il y a 1 an jour pour jour par des hommes armés. Depuis, ses proches sont sans nouvelles et interpellent l'État français. Ça fait 1 année et on ne sait toujours pas. Et si on ne sait pas, c'est parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour savoir. Je pense qu'on a perdu beaucoup de temps dans cette affaire et malheureusement, je dirais qu'on joue avec le feu parce que ma mère est âgée, elle est en mauvaise santé. Et si on ne se dépêche pas, et si on ne met pas les bouchées doubles pour essayer de trouver une solution, il va y avoir une mauvaise nouvelle. Il n'existe qu'une seule trace de Sophie Petronin en captivité. Une apparition dans cette vidéo de propagande d'Al-Qaïda en juillet dernier, amaigrie et fatiguée. Pour la retrouver, le gouvernement français dit faire son maximum. Mais la famille s'inquiète des propos tenus par Emmanuel Macron concernant les ravisseurs. Ces gens ne sont rien. Ce sont des terroristes, des voyous et des assassins. Pour la 3e fois, le fils de Sophie Petronin se rendra sur place dans quelques jours, toujours dans le même but, que sa mère ne soit pas un otage oublié. La critique virulente de Benoît Hamon contre les mesures d'Emmanuel Macron sur l'immigration. L'ancien candidat socialiste à la présidentielle co-signe une tribune dans la presse aujourd'hui. Il estime que le gouvernement est en train d'adopter la politique migratoire la plus répressive que notre pays a connue depuis des décennies, dénonçant une politique indigne qui, écrit-il encore, bafoue les droits fondamentaux. Pimkie, on l'a vu, c'est une marque qui parle à des générations de jeunes filles. Pimkie, qui sera un des dossiers chauds de la rentrée, puisque la marque de prêt-à-porter féminin envisage d'annoncer des suppressions de postes à partir de la rentrée, dès le début du mois de janvier, ce qui n'est pas pour rassurer les salariés. Luc Bazizin, Mathieu Birden. Un cadeau de fin d'année dont les 1900 salariés français de Pimkie, l'enseigne de prêt-à-porter féminin, se serait bien passé. Selon les syndicats, plus de 200 postes pourraient être supprimés. Face à la concurrence des géants du textile, l'enseigne française peine à résister. Pour la première année, Pimkie se retrouve déficitaire en France comme dans ses magasins à l'étranger, avec un trou de 45 millions d'euros cumulés. Pour les syndicats, c'est la conséquence d'une mauvaise stratégie d'entreprise. Pimkie, depuis de nombreuses années, change, choisit une stratégie, la change, en reprend une autre, la change. On avait défini une cible concrètement bonne, qui était la femme active qui rentrait dans la vie active de 30 à 35 ans. Aujourd'hui, regardez la collection, il suffit de rentrer dans un Pimkie, on se rend compte qu'on n'est plus du tout dans cette cible-là. La direction présentera son projet le 8 janvier prochain au siège social de Lille. Il serait proposé sous la forme de rupture conventionnelle collective permise par la nouvelle loi travail, c'est-à-dire des ruptures de contrat amiables. Et il faut une condition, un accord majoritaire des syndicats. Il s'agit, selon eux, d'une forme de plan social déguisé. Pour sauver l'enseigne, les solutions risquent d'être douloureuses. Un plan de redressement envisage même la fermeture de plus d'1 magasin sur 10 dans le monde dès l'an prochain. Dossier social chaud à venir. Bonsoir Julien Dupéré. Pimkie, c'est pas la seule marque de vêtements française qui est en difficulté aujourd'hui. Oui, c'est même une hécatombe ces derniers mois. La Halle a supprimé 1701 postes, Mime 791, Tati 272, Promode 133. Ces enseignes françaises se sont fait écraser par les géants du secteur, Zara, H&M, Primark ou encore le français Kiabi. Ces grands groupes internationaux possédaient 17% du marché en 1996, 34% en 2016 grâce à leur stratégie de rouleau compresseur, des prix bas, des ouvertures de boutiques en permanence, de nouvelles collections et le développement aussi des achats sur Internet. Mais alors ça veut dire quoi, Julien? Ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour les petits sur le marché, c'est ça? Exactement, de moins en moins en tout cas, d'autant plus que les dépenses des Français en matière d'habillement sont en chute. Regardez, c'était 10,1% de leur budget dans les années 60. On descend à 5,3% dans les années 90 et on tombe à 2,9% en 2015. Moins d'achats, une concurrence acharnée. Les enseignes françaises les plus faibles
ne résiste pas. Merci beaucoup, Julien Dupéret. Le bilan s'est encore alourdi aux Philippines après le passage d'une tempête tropicale. Il est désormais de plus de 200 morts. La police parle également de plus de 160 disparus. Plus de 40 000 personnes ont dû fuir leur domicile pour trouver refuge dans des centres d'évacuation. Sur place, les secours creusent parfois à main nue les débris pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. Face à la gravité de cette situation, le Secours populaire a lancé tout à l'heure un appel aux dons, appel que vous retrouverez sur le site internet de l'association secourspopulaire.fr. On va un peu plus au nord de l'Asie, en Chine à présent. Personne n'a oublié cette image d'un homme tentant d'arrêter un char sur la place Tiananmen. C'était en juin 1989. 28 ans plus tard, on apprend que la répression des émeutes aurait été 10 fois plus meurtrière que ce que l'on pensait. Et l'on parle désormais de 10 000 morts. Jeff Wittenberg, Denis Bassompierre. Un étudiant aux mains nues qui défie les chars de l'armée chinoise. Derrière l'image historique des événements de la place Tiananmen, a-t-on sous-estimé ce qui s'est vraiment passé il y a 28 ans dans la répression des manifestations pour la démocratie? Après 7 semaines de contestation des étudiants dans la rue, dans la nuit du 3 au 4 juin 1989, l'armée chinoise passe à l'offensive au cœur de Pékin, place Tiananmen. Selon l'ambassadeur britannique alors en poste, l'intervention de l'armée va faire 10 000 morts en une seule nuit, 10 fois plus que les bilans rapportés jusque-là. Le diplomate, renseigné par un officiel chinois, rapporte des scènes terribles. Les blindés ouvrent le feu, puis roulent sur les corps à de nombreuses reprises, faisant comme une pâte, avant que les restes humains soient ramassés au bulldozer, incinérés et évacués dans des égouts. Des étudiantes blessées qui implorent d'être épargnées reçoivent des coups de baïonnette, écrit encore l'ambassadeur. Ce grand reporter français a couvert les événements de Tiananmen. Il confirme avoir vu des atrocités cette nuit-là. Des scènes d'une très grande violence se sont produites lorsque des blindés, des chars lourds se sont élancés dans ces rues, ces vastes avenues de la capitale et en quelque sorte ont roulé sur les manifestants, ont écrasé les vélos qui étaient là en masse et les gens. Il y a certainement eu des victimes, des photos l'ont montré, et on a assisté à des scènes absolument terribles. C'est le chiffre de 10 000 morts qui m'interpelle, parce qu'il me paraît hautement excessif. Un ancien leader de la révolte étudiante, aujourd'hui citoyen américain, pense lui que c'est un bilan crédible. Un autre l'estime plutôt à 3 000 morts. Quant aux autorités chinoises, elles avaient évalué à 200 le nombre de victimes civiles de ce qu'elles avaient appelé des émeutes contre-révolutionnaires. Aujourd'hui encore, elles imposent un silence absolu sur cette période. Allez, un cadeau pour les yeux à présent. On va partir tout de suite sur l'archipel des 1000 îles. C'est pas facile à dire, mais ça vaut le détour. 1000 îles minuscules situées sur le fleuve Saint-Laurent, entre les États-Unis et le Canada, où nous emmènent donc Agnès Varamian et Régis Massini. C'est l'un des plus beaux archipels des États-Unis. À la frontière avec le Canada, à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent, 1869 îles, à quelques mètres parfois les unes des autres. Du simple rocher qui affleure à la maison posée sur les eaux, en passant par les châteaux chargés d'histoire. J'en crois pas mes yeux. C'est tellement calme. Ça doit être génial de vivre sur une île, enfin, à condition d'en avoir les moyens. Dans ce bout du monde où les habitants circulent en bateau, une dizaine d'îles sont à vendre. Et selon cet agent immobilier, elles s'arrachent. Cette petite île de 1000 m² s'est vendue pour 85 000 €. Et celle-ci là-bas, elle s'est vendue en 3 jours pour 39 000 €. 39 000 € pour un simple caillou, un quai à bateau. Si certaines îles n'accueillent qu'une cabane, d'autres sont baptisées les îlots des millionnaires. Bob Lozo et sa famille ont acheté ici il y a 20 ans. Une vie les pieds dans l'eau pour cet entrepreneur qui a fait de cette maison sa résidence principale. Une maison d'exception avec un jardin entre deux eaux. Ici, on vit dans une certaine quiétude. Vivre sur une île, cela procure un sentiment de solitude. Et il y a quelque chose de romantique de prendre son bateau pour tous nos déplacements. Tout autour de grandes bâtisses, la plupart construites par de riches New-Yorkais entre les deux guerres. Elles peuvent valoir jusqu'à 25 millions de $.
Cette île a été achetée 35 € en 1865. À l'époque, ses propriétaires étaient de nouveaux riches qui ont grandi sans argent. Ils ont fait fortune dans l'industrie. Ces nouveaux riches étaient rejetés par la bourgeoisie. Ils n'en faisaient pas partie, alors ils sont venus s'installer ici. L'une des plus belles demeures appartient à la famille Singer, inventeur de la machine à coudre. C'est un livre, un roman qui a inspiré les plans du château. Le héros y avait enfermé sa maîtresse. 28 pièces, la maison regorge de tunnels secrets. C'est par ici que les servants passaient pour n'être ni vus ni entendus. Pour ouvrir la porte, il faut prendre une pièce de monnaie, la poser sur cet aimant, et voilà, c'est ouvert. Le château n'est pas à vendre. Y séjourner coûte 600 €. Une nuit remplie de mystères et de charme, à l'image de ces 1000 îles entre Canada et États-Unis. Une preuve à présent que c'est bien Noël, il y a du Jean-Jacques Goldman dans le 20h. Goldman, redevenu votre personnalité préférée, le revoilà en tête du top 50, mais c'est celui du journal du dimanche cette fois. Carole Guillon, Élise Stern et Christelle Chabot. Il s'est retiré de la scène depuis 15 ans. Pourtant, personne n'a oublié ses chansons. Envole-moi, envole-moi, loin de cette tête qui colle à ma peau. Quand la musique est bonne, 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 bonne. C'était dans ces années assez folles où les hommes n'étaient plus à la mode. Elle a fait un bébé toute seule. Jean-Jacques Goldman est le numéro 1 dans le cœur des Français aussi, pour sa personnalité et son engagement au sein de la troupe des Enfoirés. Sa générosité, sa simplicité, on ne le voit jamais dans les médias. C'est une personne qui est très discrète mais qui fait beaucoup, beaucoup de choses. Il paye ses impôts en France, il embête personne. Une belle âme, quoi. Une belle personne. L'acteur Omar Sy descend sur la 2e marche cette année, suivi en 3e position du judoka Teddy Riner, un champion peu habitué à la médaille de bronze. Qui veut me tester là tout de suite? Dans le classement des personnalités préférées des Français, la première femme, Sophie Marceau, arrive au 5e rang. Et le premier homme politique, c'est Emmanuel Macron. Le président de la République se positionne à la 34e place de ce top 50. Classé juste derrière, Thomas Pesquet qui fait son entrée dans la liste. L'astronaute qui a raconté jour après jour aux Français son aventure dans les étoiles, comme le soir de Noël, il y a tout juste un an. Quand on regarde à travers nos vitres et qu'on voit la Terre défiler sous nos pieds, on se dit qu'on ne voit pas les frontières, que tout le monde a l'air d'être uni, que les lumières de la nuit, les lumières de Noël illuminent ça de manière absolument magnifique. Revenu sur Terre, Thomas Pesquet reste aujourd'hui pour beaucoup l'un des héros de l'année. Joyeuses fêtes à tous.